Pour aller plus loin, découvrez la formation en ligne Faux Départ, se réapproprier la naissance. Césarienne, position sur le dos, col qui ne se dilate pas, peur, panique, souffrance. Et si finalement on était tous programmés, avec nos fausses croyances qui nous rendent dépendantes et les hommes impuissants? Retrouvez cette formation, très facile d'accès. Vous pourrez avoir accès au contenu de façon illimitée. Les vidéos, les podcasts, entre nous. Vous allez vous déprogrammer et sortir de vos peurs parce que vous allez comprendre que vous êtes capable. Cette leçon en vidéo et 13 en podcast. Tous les sujets concernant l'accouchement et toutes mes recherches. Disponibles sur mon site emmacreuzy.com et dans la barre d'infos de cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes capable. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Faux Départ avec Julie Bonapace, la marraine chérie de notre émission. Salut Julie. Allô. Bon, pour ceux qui écoutent que le podcast, je dis que Julie, elle a un sourire magnifique, donc tu vas bien, je te pose pas la question, ça se voit. Exact. On enregistre, il est quelle heure chez toi? Tôt, 8 heures? 8 heures. 8 heures du matin. Ça va. On a enregistré plus tôt pour toi, mais je dis, comme tu as l'habitude de faire du yoga, des contemplations, comme tu le dis, ta version perso de la méditation. Bon, finalement, on en profite. Tu es une lève-tôt. Voilà. Comme Sylvain, finalement. Les Québécois, ça lève tôt. Moi, ça m'arrange parce que j'ai 6 heures de plus. Et on est parti aujourd'hui pour parler de tout un tas de choses qui se situent au niveau invisible. Parce qu'on parle souvent de physique, de physiologie, etc. Mais avant d'arriver là-dedans, eh bien, on avait envie avec Julie aujourd'hui de vous parler, les amis, de la culpabilité, de la dépendance, de l'impuissance. Bref, faire un tour de table sur tous ces aspects qu'on ne voit pas et surtout dont on parle très peu. On parle un petit peu plus quand même depuis un certain nombre de temps des violences obstétricales, mais finalement, c'est souvent un peu laissé, je trouve, en queue de poisson à la fin parce qu'on met la faute des fois sur certains professionnels, mais finalement, on n'arrive pas trop avec des solutions dans tout ça. Donc, on va parler de tous ces points-là aujourd'hui. Dans la barre d'infos de cette vidéo, vous pouvez rejoindre Julie, vous pouvez rejoindre Malika, il y a les formations pour les pros, les formations pour les parents aussi. Et puis, en préparant cette capsule, eh bien, je me suis rendu compte que j'aborde dans le premier chapitre du livre, au départ, le titre s'appelle « Capable et non coupable », tu vois. Et on va aborder des points qui sont aussi là-dedans parce que, tu vois, je lis une amie de ma mère qui s'appelle Régine et que je salue là. Maintenant, elle est grand-mère de 2 petites filles. Et quand elle m'a raconté son premier accouchement, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise parce que ça reflète tellement cette sensation de se sentir un petit peu coupable. Déjà, on ne sait pas quoi, mais je voulais commencer par cette expérience parce que tu vas me dire ce que tu en penses. Elle est arrivée à la maternité, donc il y a une quarantaine d'années. À l'époque, elle avait ses contractions, premier accouchement. Elle arrive au début de la salle, enfin à l'entrée de la salle d'accouchement, et poc, il y a un truc qui se passe et puis elle perd les os. Et elle se retrouve là très embêtée. Et la sage-femme arrive et lui dit, mais en l'engueulant, mais qu'est-ce que vous faites quand même? Vous auriez pu nous prévenir. Ça, on sent quand même quand la poche des os va se rompre. Bon, je précise qu'on s'en parle, mais elle s'est fait enguirlander. Et la réponse de cette amie de ma mère, à ce moment qui savait tellement pas quoi faire, lui dit, est-ce que vous avez une serpillière? Tu vois, cette position de se sentir déjà coupable parce qu'on accouche, j'ai envie de dire. C'est hallucinant. Et je crois qu'on est programmé, toi et moi, on parle souvent de cette programmation, c'est tellement important, ce conditionnement qu'on a. Qu'est-ce que tu en penses? Ça reflète pour toi quelque chose que tu as déjà vu dans ta pratique?
ces sentiments des femmes comme ça? Mm-hmm. Je pense que la culpabilité, elle vient du fait que il y a une norme, puis c'est follow the rules, hein, suis les règles. Puis quand on déroge de cette norme-là, ou on déroge des règles qu'on pense existent, ou des règles qui sont formellement mises de l'avant, on se sent coupable face à ça. Et si on regarde l'ensemble des règles qui existent autour de comment on doit faire, ou on pense qu'il faut faire, entourant la grossesse puis la naissance, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, on s'attend à ce qu'une femme enceinte fasse X, Y, Z, qu'elle mange de telle façon, qu'elle consomme pas de l'alcool, qu'elle fasse de l'activité physique, mais qu'elle en fasse pas trop, qu'elle fasse pas des sports extrêmes, qu'elle mange, mais pas des choses crues, tu sais, il y a comme toute une série d'édicts sur ce que la femme enceinte doit faire. Et ensuite, sur l'enfantement, ben là, il y a une série de règles qui font souvent plus référence à des protocoles ou à des façons de faire qui sont la norme, mais qui sont pas forcément des choses que la nature a prévues. Tu sais, comme par exemple, quand tu dis la fille, elle a rompu ses membranes, c'est pas un geste volontaire, c'est un geste involontaire. C'est comme tu t'excuses de respirer, tu sais, je veux dire, t'as pas fait exprès. C'est pas comme oui, si alors je précise, Julie, qu'il y a des femmes encore qui accouchent avec un masque. Hein. Tu dis, je m'excuse de respirer, mais on en est là, hein, dans l'absurdité. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça que je pense que la culpabilité, elle vient du fait qu'il y a une dissonance entre ce qu'on nous dit de faire puis ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre ce qu'on nous dit de faire puis ce qu'on fait. Puis là, on se sent coupable de pas répondre à cette norme-là. Et la norme n'est pas forcément pas toujours et certainement pas dans le cas d'un enfantement, quelque chose qui est endogène, qui est naturel, qui est normal, qui est peut-être normal, mais qui est pas naturel. Comme cette femme-là qui tu sais, ses membranes se rupturent, c'est pas un geste volontaire, c'est arrivé, puis elle se fait engueuler, tu sais, ou elle se fait corriger ou dire qu'elle est pas adéquate. Fait que cet écart-là crée cette culpabilité-là et ce sentiment d'être inadéquat. Et quand on vit cette sensation d'être inadéquat, ça crée beaucoup d'anxiété, tu sais, ça crée une insécurité qui après, tu sais, tu te sens mal, tu te dis j'ai mal fait, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, puis qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que je peux faire, puis ça c'est vraiment pas le fun, tu sais. Alors il y a 30% des femmes qui s'estiment ou qu'on diagnostique en choc post-traumatique après leur accouchement, souvent le premier d'ailleurs, hein. Est-ce que vous avez aussi chez vous au Québec des services, c'est assez récent, hein, qui ont poussé ici des services, moi j'appelle ça les services après-vente de la naissance. Alors je ne sais plus le nom, mais la femme qui a justement eu un traumatisme, elle est reçue par ou une psychologue ou une sage-femme, et ils refont le parcours de l'accouchement. Parce que tu parlais d'incompétence, hein, dans tes mots, c'est ce que tu disais, cette sensation de ne pas avoir été à la hauteur. Et on explique à la femme pourquoi il a fallu faire tel ou tel geste pendant l'accouchement. Et de cette façon, ça c'est moi qui le dis comme ça, hein, ça n'engage que moi évidemment, on justifie le fait qu'on a dû l'aider parce qu'elle était incompétente. Alors moi, c'est ce que j'en extrais de ma compréhension, parce que j'aime bien aller, comme tu sais, tout en profondeur et en profondeur et en profondeur. Alors évidemment, les amis, je précise que je parle des grossesses qui sont à bas risque et tous les feux étaient ouverts au moment de l'accouchement, hein, le bébé bien positionné, pas de pathologie grave, etc. Évidemment, on s'entend, mais je le répète parce que on pense pas toujours à le redire. Pour nous, c'est une évidence. Mais dans ce genre de contexte-là où les femmes arrivent et tout va bien, certaines fois, ça part en cascade, hein, c'est le cas de le dire. Et du coup, on a ça. Alors, j'ai l'impression, quand j'ai entendu certaines femmes témoigner suite à ça, que ça entérine leur culpabilité. Ça vient couler dans le béton le fait qu'elles n'étaient pas à la hauteur. Nous, ça, c'est un service qui est offert directement par l'État. Ce groupe, ouais. Non, nous, on n'a pas ce type de service.
effectivement, oui, il y a beaucoup de traumatisme, ça c'est clair. Puis, on pourra en parler avec Malika, qui est psychologue, de comment on gère les traumas. Mais la première chose qui est importante de faire, c'est de valider, pas d'invalider l'expérience. Donc, quand on dit à la femme, « Ah, ben là, on t'a fait ça, c'est pour ça, on t'a fait ça, c'est pour ça », c'est comme une façon de dire, ben tu la fermes finalement parce que, tu sais, il y avait des raisons de faire ça. Peu importe les raisons qui sont données pour faire ça, c'est important de permettre à la femme d'exprimer son émotion, d'exprimer qu'est-ce qu'elle a vécu elle, parce que le trauma, c'est une question de perception. C'est pas ce que les autres disent, c'est ce que moi j'ai vécu comme acteur dans cette expérience-là. Fait que c'est sûr que si ce type de service-là sert uniquement à recadrer, mais du point de vue du professionnel, ça sert à rien. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui serait profitable. Ce qui est beaucoup plus profitable, c'est d'aller à fond dans qu'est-ce qui s'est passé qui fait que ça a créé le trauma. Mais je pense que la question qu'on doit se poser d'abord, c'est comment ça se fait qu'il y a tant de femmes qui vivent des traumatismes? Alors justement, ouais. Alors réponds s'il te plaît à cette question, Jenny. Fais-nous bénéficier de ta vision. Encore une fois, tu as vu quand même l'évolution des 30 dernières années. Je me souviens des vidéos de toi d'ailleurs sur des plateaux. T'as pas beaucoup changé en fait. T'as les cheveux un peu plus courts. T'es toujours aussi belle, toujours aussi motivée. Comme tu dis, je suis plus capable d'être gentille. Tant mieux. C'est pas le but de cette émission, mais t'étais déjà là il y a 30 ans sur les plateaux en disant ce que tu dis, mais maintenant t'as le recul. Qu'est-ce qui fait qu'on en est encore là en 2022? Ou déjà, comment ça se passe? Qu'est-ce qui peut justement créer ces traumatismes? Tu sais, la composante essentielle d'un trauma, c'est le fait de perdre le contrôle, de pas avoir de contrôle, tu sais, de pas sentir que on est capable, nous autres, de choisir, tu sais, c'est souvent avec des personnes d'autorité en qui on a confiance, on se sent comme trahi, mais la perte de contrôle, c'est vraiment une des composantes centrales. Dans le modèle médical, le contrôle, c'est pas nous qui l'avons. Puis, toutes les fois qu'on essaie d'avoir un certain contrôle, on se fait dire qu'on n'est pas adéquate, donc on est incompétente, qu'on le sait pas, que notre corps le sait pas. Et on développe vraiment cette sensation d'être dépendant de l'autre qui va choisir, qui va décider. Fait que pourquoi il y a autant de femmes qui sont traumatisées? Il y a une étude qui a porté sur la satisfaction, je n'ai déjà parlé dans les épisodes, puis qui disait, pour que les femmes soient satisfaites, elles doivent sentir qu'elles sont consultées dans les décisions, elles doivent sentir qu'elles ont un soutien, qu'elles ont une relation avec le personnel, donc elles doivent sentir qu'elle est comme au cœur de l'équation. Le trauma est souvent lié au fait qu'elle n'est pas consultée, on décide à sa place. Ou alors, on lui fait faire un consentement qui n'est pas éclairé. Bon, là, il faut que je te fasse une césarienne, sinon tu vas mourir. Tu sais, ou ton bébé va mourir. C'est pas un consentement éclairé, ça. C'est comme une façon de diriger la décision. Et le fait qu'on n'ait pas consulté la personne, la femme, qu'on n'ait pas regardé c'est quoi les effets, les bénéfices, les risques, pourquoi on fait telle chose, pourquoi on propose telle chose et qu'on ne lui propose pas des options, faire en sorte que les femmes sentent qu'ils n'ont pas de contrôle, ils n'ont pas de pouvoir. Puis c'est cette perte de pouvoir-là qui fait qu'elles vivent un trauma. Tu sais, ça prend 1 minute de dire « voici où est-ce qu'on est rendu ». Là, on vit ça, on a peur pour ça, on voit tel signe, et c'est ça qui se passe. On aurait différentes options. On pourrait attendre. Le risque d'attendre, ça serait ça. Le bénéfice, ça serait ça. On pourrait tout de suite intervenir. Le bénéfice, c'est ça. Le risque, c'est ça. Toi, t'en penses quoi? Toi, tu choisis quoi? Tu sais, ton partenaire, il est là. Vous pensez quoi? Ça prend même pas 1 minute de faire ça. Mais le fait de pas prendre cette minute-là puis de dire, là, il faut partir, c'est rare. Sont rares les situations où c'est une question de secondes. C'est rare. Parce que la femme est déjà là à la maternité, est souvent déjà sous péridurale. C'est que c'est rare qu'on n'a pas le temps même d'expliquer ces choses-là.
Tu vois, Julie, quand tu me parles de tout ça, ça me fait penser à un rapport. Je l'ai sourcé, vous pouvez le trouver sur le site internet emmacreuzy.com. En France, qui est assez récent d'ailleurs, même s'il y a un peu moins cette tendance à l'épisiotomie, ça reste quand même malheureusement encore pratiqué beaucoup trop. Et selon ce rapport, seulement 15% des femmes, donc une femme et demie sur 10, savait déjà qu'on allait lui en faire une. Moi, tu te souviens, hein, mon premier accouchement, j'ai été dans ce groupe de femmes à qui on n'a non seulement pas demandé l'avis, mais en plus, on m'a rien dit. Et puis, parce que j'avais une péridurale, donc c'est pratique la péridurale pour ça, hein, parce que finalement, on sent rien. Sauf que, eh bien, j'ai déchiré après, et du coup, c'est vrai que j'ai fait partie de ces femmes qui ont dit « mon col ne se dilatait pas ». Quand on entend une femme dire ça, ça veut dire « mon corps n'est pas capable ». Mon corps n'était pas compétent ou mon col ne fonctionnait pas comme il devait. Hein, c'est fort, hein, ces mots-là, parce que nous, on a beaucoup de femmes qui nous écrivent, et toi aussi, tu en entends des couples aussi, je pense, dans les prépas, quand tu fais des coachings qui te racontent, comme moi, je t'ai raconté ma première expérience, je poussais pas comme il faut, par exemple. Et vous voyez, les amis, quand on dit tout ça, ça fait référence aussi à toutes des capsules qu'on a déjà faites avec Julie sur la position pourrie, comme tu l'expliques. Hein, une femme qui dit « je poussais pas comme il faut », mais évidemment que si elle est sur le dos, ça va pas être simple, parce que c'est pas naturel. Il n'y a pas de réflexe d'éjection du fœtus. Une femme, à la limite, elle a même pas besoin de se poser cette question quand elle accouche. De façon naturelle, si on ne vient pas traficoter tout ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que tu vois, ce paradigme dans lequel nous, on a grandi, qui est ancré, qui nous a conditionnés, qui fait qu'on dépend effectivement du corps médical, hein, ces femmes qui sont dépendantes, on est devenues dépendantes, eh bien, c'est parce que les professionnels, ils sont formés pour agir, ils sont pas formés pour observer. Donc, à partir du moment où on vient agir sur le corps d'une femme, quand tous ses feux sont au vert, c'est pas compatible avec la physiologie, et donc, si la femme, elle ne sait pas comment c'est censé se passer, et son partenaire non plus, allez voir la capsule sur les chouchous, elle était trop sympa, hein, qu'on avait faite, le rôle des partenaires. Eh bien, du coup, on prend énormément de risques. Tu parlais justement des bénéfices et des risques. Mais ça aussi, qu'est-ce que t'en penses? C'est un énorme risque de tomber dans une situation d'incompétence induite. Exactement. Puis c'est aussi un des risques, une des conséquences, c'est de créer un trauma. Parce que si moi j'informe la femme, puis je lui explique, puis je lui dis t'as comme deux choix. Tu vois, t'as différentes options, l'option A, l'option B. Voici comment ça se présente. Puis que la femme choisit option B, puis que ça va mal. OK? Si je te dis, Emma, j'aimerais te faire une épisiotomie en ce moment, j'ai l'impression que ça va être mieux pour toi, puis que le bébé va mieux passer, je sais pas quoi, ils vont inventer quelque chose. Puis que toi, tu dis, non, je préfère pas avoir d'épisiotomie. J'ai choisi de pas en avoir. Et que ça va mal, et que t'as une déchirure. Tu vas te dire, ben, c'est quand même moi qui ai pris la décision, quoi. J'ai évalué les bénéfices, les risques, et moi, j'ai décidé de pas en avoir, et là, ça a déchiré. Mais si toi, tu prends pas la décision, puis qu'ils te disent, ils te font une épisiotomie, et que là, ça déchire encore plus, ou que, tu sais, ça crée des conséquences. Tu fais comme, merde, ils m'ont même pas demandé, ils m'ont même pas consulté, ils l'ont fait, et puis là, j'ai plein de conséquences. Le traumatisme, il est plus potentiel dans ce sens-là que quand toi, tu as pris la décision. Et j'aimerais, s'il te plaît, que tu apportes là ta casquette de médiatrice dans les couples qui se séparaient. Comme certains ne le savent pas, hein, tu as travaillé pour le ministère de la Justice, juste? Oui. Tu aidais les couples à trouver des terrains d'entente dans la médiation. Et quand tu parles de ça, moi, j'aimerais qu'on aborde aussi ces problématiques sous l'angle de l'impuissance de l'homme, du conjoint là, qui est là, dans cette salle d'accouchement, où la femme, on a tellement de femmes qui témoignent aussi. Allez voir les documentaires, vous les trouvez plein sur Internet. Je voulais pas une épisiotomie et je me tourne vers mon chéri et je vois l'obstétricien arriver. Il y a des femmes qui vraiment, c'est des scènes d'une violence, et le conjoint ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire parce qu'il ne sait pas, justement, il n'est pas formé, il ne comprend pas ce qui se passe, et il se dit, bah, si, chérie, on te dit qu'il faut faire ça, on fait ça. Et donc ça, pour la femme,
c'est vraiment le point de rupture avec son conjoint. Enfin, j'imagine qu'à ce moment-là, le cerveau, il doit être dans une dissonance énorme. La personne qui est censée te protéger te livre involontairement en pâture. Donc, qu'est-ce que toi, tu as envie de dire? Parce que je sais que tu l'as déjà abordé dans d'autres capsules, mais elle a sa place, peut-être cette réflexion-là par rapport à ce baby clash qu'il peut y avoir si un événement comme ça arrive parce que justement on n'est pas préparé, on ne sait pas quoi faire. La première chose, c'est parler, si on parle même dans ce cas ici de l'épisiotomie, c'est dire que l'épisiotomie est absolument pas nécessaire dans la grosse majorité des cas. Tu sais, si on revient à la Cro-Magnon, on n'allait pas faire une coupure volontaire du périnée si on avait la possibilité d'avoir un périnée intact. Fait que c'est sûr que si tu le coupes, il va être lésé. Puis si tu le coupes pas, il y a peut-être une possibilité qu'il va avoir une déchirure, mais il y a une possibilité qu'il n'y en ait pas. Fait que c'est sûr que si tu le coupes, il va en avoir une lésion. Fait que, tu sais, dans cette logique-là, ça n'a pas de sens. Tu sais, je pense que ça, on peut le comprendre. Après, il y a toute cette question de protection, tu sais. Le périnée, notre périnée, c'est une partie qui est extrêmement sensible, puis il y a bien des choses qu'on peut faire pour apprivoiser notre périnée, se rendre plus confortable avec ça, avec cette zone-là de notre corps. Puis, c'est pas très fluide que de penser que le partenaire est là devant le périnée. Tu sais, admettons qu'on était dans un contexte où il n'y a pas de médicalisation. Est-ce que spontanément, le gars se met devant le périnée, puis observe qu'on coupe un périnée? Tu sais, tu fais comme... Ça peut pas... L'association, tu sais, le périnée, c'est notre sexe, c'est notre yoni, c'est notre vulnérabilité, c'est notre personnel. Notre partenaire, on partage ça avec dans nos gestes sexuels, dans notre intimité. C'est pas cohérent qu'on pense couper ça devant le partenaire, que le partenaire nous livre comme ça, comme tu dis. Fait qu'il y a une dissonance qui se crée là. Une dissonance peut-être de trahison de la part des femmes et de violence sur le périnée d'une femme que le gars peut voir. Tu sais, ça peut être très traumatique pour un gars de voir le périnée d'une femme coupé ou même, tu sais, déchiré. Fait que je trouve que tout ça, c'est comme artificiel un peu, tu sais. Moi, je disais aux partenaires, tu sais, tu vas te placer où tu sens que tu es confortable, mais c'est rare que les gars vont aller se placer direct devant la vulve, tu sais, quand la femme est en train de, tu sais, de se faire, surtout avec des interventions, tu sais, des désinfectants, les ciseaux, puis tout ça. Fait que je pense que si on revient à notre base, tu sais, la base, c'est quoi? C'est personnel, c'est privé, c'est moi, c'est mon corps. Moi, je le sens, moi, je décide, moi, je choisis. Tu sais, je choisis qu'est-ce qui va là, comment. Puis, c'est moi le chef, c'est mon corps. Tu sais, on part mon corps, mon choix, là, on commence avec cette base-là. C'est super si le partenaire peut... puis que ensemble le couple peut regarder ensemble sur comment on peut se protéger, tu sais, comment nous les femmes on peut se mettre en sécurité puis se protéger, puis que le partenaire peut nous aider à créer cette ambiance-là. C'est ça, je pense que c'est important, puis qu'il y ait cette communication là entre chacun. Mais l'épisiotomie, tu sais, il n'y a pas de raison de faire d'épisiotomie, je vais le nommer encore, il n'y en a pas de raison. Le périnée, c'est quelque chose d'extrêmement fascinant. C'est quelque chose qui, justement, ce matin, là, en faisant mon petit déj, j'étais en train de prendre des notes sur un document de yoga que j'avais qui date de bien des années, qui était sur les bandhas. Les bandhas, c'est comme en yoga un verrouillage de différentes zones du corps, dont le périnée. Puis le périnée a la capacité d'être extrêmement fort, tonique, c'est fort, il supporte tout notre intérieur, puis en même temps, il a la capacité d'être extrêmement souple. Puis pour être extrêmement souple, il faut qu'il se sente en sécurité, le périnée. Si on est dans la peur, il va se fermer. Puis si on est dans l'abandon, puis le lâcher prise, il va s'ouvrir. Tu
Tu sais, notre yoni est intelligente. Justement, hier, je parlais avec quelqu'un qui me disait que sa fille, qui a 40 ans maintenant, quand elle était enfant, elle a subi un type de violence, du voyeurisme qui l'a fait se fermer. Puis, elle souffre de vaginisme, qui est comme le vagin qui se ferme. Il n'y a même pas un doigt qui rentre dans le vagin. Puis, c'est son mécanisme de protection. Fait qu'on voit que la protection, c'est plus un geste qui relève de l'état émotionnel et psychologique que de l'état physique. Fait que l'idée de dire on va pousser, on va désinfecter, on va couper, c'est disons un peu contre nature, tu vois. Fait que mettons qu'on regarde tout ça sous la notion de la culpabilité, tu sais, parce qu'un peu l'entrevue apporte sur qu'est-ce qu'on fait avec la culpabilité. Moi, je pense que la culpabilité, c'est une émotion qui est pas agréable à vivre puis qui est pas super saine. Puis on peut vivre beaucoup de culpabilité pendant la grossesse puis pendant l'enfantement qui est lié au sentiment d'être inadéquat, de pas faire les bonnes choses. Puis moi, ce que je vois chez les femmes aujourd'hui, c'est un taux d'anxiété qui est extrêmement élevé. Tu sais, puis je le vois pour 1000 raisons. De sentir qu'on fait pas les bonnes choses, que notre corps est pas correct, qu'on a trop pris de poids ou qu'on n'a pas assez pris, que le bébé est trop élevé, qui est trop haut, qui est trop bas. Il y a comme toujours un petit quelque chose là qui fonctionne pas. Puis ça, c'est pas le fun parce qu'on se sent inadéquat et on se sent coupable. Puis dans la culpabilité vient aussi toutes les hormones qu'on produit qui sont pas plaisantes pour soi, pour les autres, puis pour le bébé surtout, tu sais. Fait que moi, ce que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui sur toute la notion de culpabilité, c'est la capacité de se pardonner. Tu sais, parce que il y a beaucoup de femmes qui vivent de la culpabilité puis qui traînent ça longtemps, tu sais. Mon corps, moi, j'étais pas capable d'enfanter. J'ai pas été capable d'enfanter, j'ai fini avec une césar. Moi, j'ai pas été capable de démarrer mon travail, j'ai été déclenchée. J'ai pas été capable d'expulser, on est allé chercher avec un forceps, tu comprends? Et c'est toujours sur l'incapacité de la femme, puis on traîne ça, tu sais, c'est pesant. Je le vois encore, tu sais, les femmes, ils se sentent coupables. Ils se sentent coupables parce qu'ils n'ont pas été capables d'allaiter. Ils se sentent coupables parce qu'ils n'ont pas été capables de rester à la maison. Tu sais, c'est pesant. Et j'aimerais Alors, j'ai envie de te dire, ouais. C'est quand il y a eu un couac, justement à certains niveaux, que ce soit dans la grossesse ou dans l'accouchement, c'est encore une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, quand la femme, elle arrive à se sentir coupable. Parce qu'elle est consciente qu'il y aura quelque chose à faire. Parce que j'ai aussi rencontré beaucoup de femmes qui sont pas conscientes qu'elles ont ça quelque part en elles, mais c'est tellement caché dessous que elles ont cette sensation de vraiment pas avoir été capables parce qu'elles pensent que c'est comme ça que ça se passe. Okay. Tu vois? Et donc, ça résume ce que tu dis. Quand tu ne connais pas tes options, tu n'en as pas. Que ce soit pour accoucher, pour enfanter, pour accoucher chez toi en structure, peu importe où, quand tu portes ton bébé, hein, il y a aussi tout un tas de choses parce qu'évidemment on reviendra sur la peur et la rentabilité qui sont deux aussi composantes qui arrivent forcément sur la table du jeu aujourd'hui. On peut plus parler d'accouchement ou de grossesse sans penser à la peur et à la rentabilité économique. C'est un fait, faut le dire. Donc tu vois, c'est ça. Quand on ne sait pas comment les choses sont censées être vécues, parce que on voit des séries, parce qu'on voit de la télé-réalité, parce que tu vois, on a toutes ces images en permanence, et puis la culture aussi, des amis qui nous racontent leur accouchement, ou comme tu disais, c'est toi qui parlais du syndrome du coiffeur, ou je sais plus comment c'était ça, non? Oui. On entend toutes les pires choses, donc on se dit bon bah finalement ça va encore, moi ça aurait pu être pire. Ouais. Et tu vois, et donc quand t'es pas conscient que tu as ça en toi, bah du coup peut-être que tu as aussi un démarrage plus compliqué avec ton bébé et dans le couple aussi, dans cette triade, et puis dans la famille s'il y a d'autres enfants. Alors qu'en fait, bah justement, il y a des solutions. On en parlera parce que tu vois là, forcément, ça amène aussi à l'EFT, tout ce que tu nous expliques là, hein, parce que nous on a travaillé ensemble.
Exactement. Mais je pense que c'est vraiment intéressant ce que tu rapportes là. Là, tu vois, dans la série qu'on fait, on a souvent des feedbacks des anciens, des femmes qui ont déjà enfanté ou des enfants qui parlent de la relation qu'ils ont avec leurs parents. Puis, tu sais, quand il y a comme une espèce de couche invisible de « je comprends pas c'est quoi, mais je trouve que c'est pesant », c'est pas le fun. Tu sais, moi, j'utilise l'expression « j'ai pas de fun », tu sais, j'ai pas de plaisir, ou je trouve ça pesant, ça vaut la peine d'aller gratter, puis d'aller voir c'est quoi qui se passe. Tu sais, c'est sûr, comme on en a déjà parlé, comment on est dissocié de nos émotions. Hein, comment tu sais, j'ai déjà raconté l'histoire aussi de Malika qui formait les psychiatres, puis les psychiatres qui disaient, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont les femmes là à chialer quand ils ont eu une césarienne, le bébé a survécu, la mère a survécu, c'est quoi leur problème? Fait que c'est sûr que si tu pars de je comprends pas, tu sais, un psychiatre qui comprendrait pas pourquoi une femme vit un sentiment d'échec quand elle a une césarienne, on part de loin. Ça veut dire que toi, tu rapportes cette expérience-là à ta sage-femme, ton médecin, ton obstétricien, ton psychiatre, puis qui te dit, tu sais, il est où ton problème? T'as survécu, le bébé a survécu, il est où ton problème? C'est ça. Ça devient difficile pour la femme, les parents, de dire, ben, je sais pas, il me semble qu'il y a de quoi qui va pas, là, quoi. T'es invalidé dans ton sentiment de penser qu'il y a de quoi qui va pas. Oui, parce qu'aussi, il y a cette prémisse dans notre culture qui est que l'accouchement, c'est un mauvais moment à passer et que accoucher, c'est dangereux. Mm-hmm. On a rendu le cas pathologique exceptionnel la norme. Donc, on est tous conditionnés à penser que, 1, accoucher, c'est dangereux, et 2, que c'est un mauvais moment à passer, que ça ira mieux après. Alors qu'en fait, c'est ce qu'on dit dans Faux départ, c'est une opportunité pour vivre sa puissance. Exactement. C'est complètement l'opposé. Exactement. Puis c'est là où on peut corriger si ça a mal été, tu sais. Puis ça, je pense que c'est important qu'on aborde comment on peut corriger. Mais d'abord, le but de la série, c'est de dire comment on peut prévenir que ça l'arrive. Puis nous, depuis le début, ce qu'on fait, c'est qu'on décortique les éléments qui vont créer ce contexte défavorable et défavorable à une expérience de transcendance et très favorable au trauma. C'est pour ça qu'il y a autant de femmes qui vivent des traumatismes. Là, tu dis peut-être 30%. Moi, je pense que c'est plus maintenant. Je dirais qu'il y a au moins la moitié des femmes. On a normalisé, tu vas enfanter sur le dos avec un masque, mais c'est comme que tu puisses même envisager enfanter avec un masque, que le premier visage qu'un bébé va voir, c'est quelqu'un masqué. C'est problématique. Pour moi, c'est hautement problématique, mais comme on avait parlé de la fenêtre d'Overton là, qui bouge, cette fenêtre-là il y a 100 ans de dire, ou 200 ans, de dire que les femmes vont enfanter couchées sur le dos, t'aurais dit, ben voyons, c'est mental, ça marche pas. Puis là, ben c'est devenu la norme que les femmes enfantent sur le dos. Et là, avec un masque, ils enfantent sur le dos avec un masque. C'est dans une salle aseptisée où elle n'a pas le droit de toucher à son enfant si, c'est trop dangereux. Puis, voyons, ça a aucun sens. Il faut revenir à la base, la base qui est de dire, la nature n'a pas fait ça de même. La nature n'a pas fait qu'on est supposé l'enfanter dans des milieux aseptisés avec des étrangers, sans être capable de respirer, quoi. Tu sais, il y a des femmes aussi qui comment expliquer ça? Parce que moi, je parle beaucoup, et puis il y a beaucoup de femmes du coup qui viennent se confier. Je les remercie, et je vous salue d'ailleurs si vous êtes en train de nous regarder maintenant, et qui dans leurs mots ne se rendent même pas compte ce qu'elles disent d'elles-mêmes. Et c'est ça, moi, qui est pour moi maintenant tellement important, parce que c'est aussi se libérer soi-même, pour se reconnecter avec sa puissance, même si on n'a pas pu la vivre pendant un accouchement, comme tu dis justement, de savoir libérer ça à travers des techniques, on en parlera à la fin de cette capsule, mais aussi pour se reconnecter avec, comme tu le disais, quand on préparait en 2021 la naissance des vies, je décide de m'aimer, parce que tout vient de là finalement, hein. Enfin, tout arrive là, mais il faut être conscient de tout ça. Moi, j'ai des femmes qui disent oui, mais mon bassin, c'est trop étroit, donc heureusement que j'ai eu une césarienne. Bon, oui, mais comme j'ai eu une césarienne, bah du coup je pouvais pas accoucher par voie basse, même si tout se passait bien. Oui, mais et finalement,
quand je parle de ces services après-vente de la naissance, maintenant, ça vient clôturer le truc parce que finalement, peut-être les seuls qui même connaissaient pas leurs options, mais qui avaient l'intuition qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas tourné rond, on leur dit à la fin, non, mais votre intuition, de toute façon, non, mais c'était pas ça du tout, madame, vous pensez bien quand même. Et c'est pas fait méchamment, c'est ça le pire. Et c'est là où c'est le plus dangereux. C'est que les personnes sont vraiment, au niveau des professionnels, persuadées qu'elle était incompétente et que heureusement qu'on est arrivé là avec l'artillerie lourde sans aucunement se poser la question de est-ce que le protocole qu'on lui a fait vivre a pu mettre son corps en situation d'échec parce qu'il n'était pas adapté à son cas, tout simplement. Exactement. Fait que c'est pour ça, c'est là où le fait de savoir, d'avoir des connaissances, une compréhension va aider et le fait de s'écouter. Tu sais, combien de fois il faut dire écoute-toi. Si c'est juste le mental qui parle, écoute ton corps, qu'est-ce qu'il dit. Tu sais, quand on a les cheveux gras sur le sofa, tu sais, je dis souvent ça, quand on va pas bien, tu sais, quand on va pas bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a une dissonance entre ce que mon âme me dit, ce que j'ai besoin de faire ou d'être et ce que je fais. Il y a une dissonance, il y a de quoi qui marche pas là-dedans. Fait que le mental, ils peuvent nous expliquer, non, tout a bien été, tu te trompes. Tu sais, mais si dans mon corps, ça dit, ça va pas, ça va pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut écouter ça. Même si tout le monde nous invalide. Et il faut trouver quelqu'un qui va nous valider, qui va dire, ah, tu te sens vraiment triste. Oui, je me sens triste. Bon, déjà, c'est bon que tu saches que tu te sens vraiment triste ou que tu te sens coupable. Qu'est-ce qui fait, tu sais? Ouais, mais j'ai un peu l'impression d'avoir manqué mon enfantement, tu sais, j'ai mon accouchement, j'ai comme manqué mon coup, tu sais. Ah, t'as manqué ton coup. Raconte-moi, c'est quoi pour toi manquer ton accouchement? Puis là, ben oui, tu sais, j'aurais voulu, puis là, je pensais, mais là, il m'est arrivé ça, puis tu sais, je suis vraiment déçue, j'étais pas à la hauteur, je me sentais pas à la hauteur. Il faut l'explorer, ça. On a le droit, ça fait partie, ça, c'est l'âme qui crie puis qui veut être entendue. Fait que souvent, les gens disent, comment je répare? Ben, tu répares d'abord en écoutant. En écoutant qu'est-ce que ton corps te dit, qu'est-ce que ta voix intérieure a dit, pas qu'est-ce que le mental dit, pas ce que les autres disent. Mais c'est quoi l'histoire que toi, tu te racontes? C'est ça qu'il faut entendre. Comme si tu parlais à ta chum, tu sais, ta bonne amie. Tu lui dis, hey, tu sais, j'ai comme un doute un peu, là, il me semble que j'aurais pu faire ça différemment, ou tu sais, je me sens inadéquat, je suis vraiment choquée après mon mari, il a pas fait ça. Tu sais, il faut la raconter, la vraie histoire. Puis, on parle de solutions, tu sais, l'EFT, c'est une des solutions. Puis, il y a tellement de vidéos, puis il y a des professionnels sur Internet qui peuvent nous aider, qui peuvent aider les femmes à se libérer, les partenaires à se libérer de ces sentiments, tu sais, on va l'appeler un sentiment de lourdeur. OK? Si on n'est pas capable de dire « je me sens coupable » ou « je suis en colère », on ne se sent pas bien. Si on ne se sent pas bien, faisons quelque chose. Tu sais, être en thérapie ou avoir quelqu'un pour nous guider dans un processus, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. C'est un signe de dire, je vais me servir de cette opportunité, de cette situation qui est difficile pour grandir, pour me transformer. Puis, est-ce qu'on peut faire ça avant que ça devienne un trauma, s'il vous plaît? Tu sais? Fait que si c'est une situation qui est difficile, si tu dis, j'ai pas eu de fun, c'est dur, bien, c'est le temps d'en parler. Il faut choisir un professionnel, quelqu'un à qui on peut se confier, qui est capable de valider notre expérience. Puis, d'habitude, c'est pas un professionnel médical, tu sais, ça va être un paramédical, ça va être quelqu'un qui fait ça autrement. Donc, ça peut être un psychologue, ou ça peut être un travailleur social, ou ça peut être quelqu'un qui utilise des techniques en médecine énergétique, tu sais, de la psychologie énergétique. Donc, tout ce qui entoure les corps plus subtils, mais de trouver quelqu'un. Puis quand on est en présence avec cette personne-là, si tu dis « je me sens pas bien, je me sens comme jugée, je me sens... » Hey, tu claires ça immédiatement, tu passes au prochain. Puis il y a des services sur Internet où tu peux avoir accès immédiatement à quelqu'un quand tu en as besoin.
Tu sais, je pense à, si les gens ils parlent anglais, là, il y a EFT Universe. Il y a un service avec tous les praticiens qui ont été formés en EFT. Puis là, tu vas là, puis tu dis, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Puis là, tu vois les professionnels qui sont en ligne maintenant, puis ils peuvent te matcher avec quelqu'un. Fait que ça, c'est comme un service d'urgence, là, tu sais, ce à quoi tu peux faire appel. Je mettrai les amis, vous allez trouver les liens dans la barre d'infos de cette vidéo. Ça sera un lien pour les anglophones et puis on mettra un lien pour les francophones. Fait que tu vois, c'est des services, on a besoin, la première étape, c'est nous autres, quand on subit quelque chose puis t'as pas de fun, tu sais, tu dis, ça va pas, je me sens pas bien. C'est un indicateur, ça veut dire, va explorer ça. Mais balaye pas ça en dessous du tapis parce que ça va remonter. Ça va remonter sous forme d'émotions très fortes ou sous forme physique. Puis, tu sais, les gens, quand on développe des malaises, des maladies, tu sais, des problèmes sérieux de santé, c'est lié à tout ce qu'on a balayé en dessous du tapis. Fait qu'il faut lever le tapis puis regarder qu'est-ce qu'il y a là puis dire, OK, il se passe quoi? Je me sens pas bien. J'encourage tout le monde à aller voir les capsules avec Édouard Broussagnan, mon médecin homéopathe adoré. Parce que là, on est dans une dynamique, justement, dans les bons médecins homéopathes, lui, les médecins généralistes homéopathes. Et puis, pour moi, c'est un grand génie de l'homéopathie. Il est extraordinaire, Édouard. Et c'est exactement ça. C'est finalement, il y a tellement de couches, le corps, il parle. Et même quand on n'arrive plus à l'écouter parce qu'on a la tête trop prise, il suffit de regarder ce qui sort, hein. Que ce soit des plaques d'eczéma, il y a vraiment tout qui sort. Et j'ai envie de dire, quand ça sort sur le corps, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on est encore dans les premières couches, parce que plus on va justement enlever les symptômes à coups de crème à cortisone ou tout le tralala, et plus on va dans des pathologies psychiatriques. Et ça on le comprend bien dans la dynamique homéopathique. Donc merci de parler justement de ces façons d'aborder aussi sur d'autres plans la gestion de cette culpabilité après. Absolument. Puis tu vois, le corps, tu sais, il va travailler au niveau plus subtil avant même de sortir des symptômes comme des plaques puis des trucs comme ça. Il va travailler avec des sensations. Tu sais, notre corps, on a des centres d'intelligence, par exemple, dans l'abdomen, tu sais, ce qu'on appelle le gut. Puis après ça, tu sais, le cœur. Ça aussi, ça va nous parler. Donc, si on sent des serrements dans notre cœur ou si on sent là, que dans notre ventre, ça brasse, ça va pas, ces centres-là, ils nous communiquent quelque chose, puis ils peuvent être en train de nous dire, regarde, ça passe pas, je le digère pas mon expérience. Ben si on en est à ça, demandons de l'aide. T'sais, de l'aide à quelqu'un qui va d'abord nous aider à reconnaître nos sensations. C'est quoi qui se passe? Où est-ce que tu sens ça dans ton corps? Puis, c'est quoi l'émotion que tu vois qui est associée à ça? C'est quoi le souvenir, la mémoire que tu as d'associer à ça? Puis après, la technique de libération émotionnelle, ce que ça fait, c'est qu'on stimule des points d'acupuncture qui vont avoir pour effet de faire circuler l'énergie, de nous aider à tomber dans un état secondaire qui va nous permettre d'aller voir, j'avais pas réalisé, c'était associé à ça, il se passe ça, j'ai vécu ça. Puis ça nous permet tranquillement de libérer, hein, sfogare, on dit en italien, c'est libérer, hein, c'est ce trop-plein-là de ce que je vis pour ensuite créer un nouveau chemin. Puis dire, oui, j'ai vécu ça. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, sans être traumatisé par le simple fait de répéter l'expérience. Fait qu'en tapotant, ça empêche qu'on se retraumatise. Puis après, une fois qu'on a libéré cette émotion-là, on est capable de reprogrammer une nouvelle expérience, puis de dire, bien que j'ai vécu cette expérience-là, j'en ai tiré ça. Et maintenant, j'ai grandi en sachant ça. Et je choisis maintenant, un autre parcours. Je choisis on appelle ça un shift cognitif, hein, de changer notre cognition. Puis je choisis de voir ça autrement. Mais avant de voir ça autrement, il faut d'abord libérer. J'aimerais aussi proposer tout ce que tu expliques pour les personnes qui n'ont pas eu de mauvaise expérience à titre personnel, mais qui héritent de l'expérience de maman ou de grand-maman ou de la tante, ou parce que dans chaque famille, il y a quelque chose. Et certaines fois, on ne sait pas pourquoi il y a quelque chose en nous qui ne nous appartient pas. Ça peut bloquer aussi, hein. Absolument. On parlait du rôle
de la peur pendant l'accouchement. Des fois, la peur, elle n'est pas évidente comme un traumatisme qu'on aurait vécu, mais ça peut être quelque chose qui est tellement ancré dans les petits tiroirs de l'inconscient que ce cerveau archaïque, des fois, il suffit d'un truc, surtout les odeurs, pour que ça redéclenche tout. Moi, je sais que je suis très sensible aux odeurs. Quand j'ai accouché à l'hôpital pour ma première fille, tout de suite, en arrivant, ça m'a déclenché les alertes. Ouh là là, ici, ça sent pas bon. Hein. D'ailleurs, dans nos expressions, on dit ça sent pas bon le truc. Je le sens pas. En l'occurrence, et effectivement, il y a toutes des préparations aussi à faire. J'ai envie de dire, ça devrait faire partie d'une préparation de se vider les fichiers, de vider la corbeille, comme on l'a déjà dit dans une autre capsule. Parce que même si nous, on n'a pas vécu un traumatisme qui nous amène à vivre cette culpabilité, on peut hériter, sans le savoir, des bagages de notre arbre généalogique. Et donc là, on est toujours dans une dynamique pareille de blocage, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Ça peut s'utiliser aussi comme ça, non? Absolument. Puis, tu vois, la nature, quand on incarne, moi j'appelle ça, on incarne avec un sac à dos puis des roches dedans. Tu sais, les roches, c'est comme le karma, c'est la somme des expériences qu'on a vécues du passé, puis ce qu'on a besoin de se libérer, ce qu'on a besoin de clarifier dans ce vie ici. Puis l'objectif, c'est de vider le sac. C'est pas de le remplir, mais c'est de le vider. Fait que pour le vider, ce sac de roches, de karma, d'expériences passées qui n'ont pas été finalisées, quoi. On a besoin de faire un apprentissage. Ben, on vit des expériences. Et les expériences vont nous aider à apprendre. Mais des fois, on a des lignées d'expériences qui viennent de vie passée ou qui viennent de nos ancêtres, tu sais, de famille en famille, tu sais, des arrière-grands-parents, il y a eu de l'abus sexuel là, il l'a eu à l'autre génération, à l'autre, puis ça, on est rentré dans ce lignée-là pour clarifier ça, pour régler cette affaire-là. Puis on dit, ouais, mais j'ai pas été abusée, là, je comprends pas, tu sais, oui, mais en arrière, il y en a eu qui ont été abusés ou qui ont perdu des enfants, tu sais, puis on a cette opportunité, c'est toujours une opportunité d'apprendre. Fait que vivons-le pas comme je suis la victime de, mais je suis dans une opportunité de grandir par cette expérience qui est pénible. Mais pour grandir, il faut d'abord la conscientiser. Puis c'est ça qu'on essaie de faire dans cette série ici, c'est de dire, tu sais, faisons-nous confiance. Observons l'invisible. Observons ce que nos rêves nous disent. Observons ce que nos intuitions nous disent. Écoutons ça. Écoutons ce que notre corps nous dit en sagesse. Puis, utilisons ça pour aller plus loin, pour décortiquer l'expérience. Puis, pour les femmes qui ont eu des expériences traumatiques, difficiles, insatisfaisantes, restez pas assis là-dessus. T'sais, restez pas là-dessus parce que ce qui est pas exprimé va s'imprimer. Il va s'imprimer dans le corps, dans nos cellules, par toutes les malaises, puis éventuellement, ça peut développer des problèmes physiques très importants ou psychologiques. Fait que je vous motive à aller plus loin, puis à aller demander de l'aide pour continuer à grandir. Puis là, les défis sont grands dans notre société en ce moment. Puis c'est une belle opportunité. Il y a plein de gens qui sont prêts à aider, à libérer, à préciser, puis à grandir par les expériences qu'on a eues qui ont été des défis ou difficiles. Tu parlais d'opportunité, Julie. C'est aussi une opportunité, cette grossesse, cette préparation à enfanter, d'ouvrir les discussions sur un autre angle avec son chéri, parce que toi et moi, on se rejoint là dans cette dynamique de mettre le couple au centre de l'aventure. C'est pas juste une histoire de bonne femme, hein, comme on peut lire dans les anciens textes, où les types, ils étaient laissés dehors de la grange. Et puis, quand on a accepté les hommes dans les salles où les femmes accouchaient, on s'est dit que c'était le progrès. Et c'est là où, justement, je dis qu'on a rendu les hommes impuissants parce qu'on les a flanqués là sans leur expliquer ce qui allait se passer. On en est toujours un peu dans cette dynamique-là aujourd'hui, même si le décor a changé. Au fond, sur le fond, sur les symboles, on est toujours pareil. Et donc, tous ces repas qu'on peut faire avant, tous ces beaux moments qu'on peut faire avant cette expérience-là, peut être aussi une occasion de demander à son partenaire, et toi, t'as vécu comment
comment tu vis ce moment-là? Qu'est-ce que tu penses? Tiens, et si tu étais à ma place, comment tu te sentirais? Est-ce que et ça peut effectivement aussi engager une complicité qui est nouvelle, parce que le couple, quand il fait son bébé, il se pose pas la question. On n'est pas encore, Dieu merci, trop programmé là-dessus. On pense encore qu'on est capable de les faire seuls, hein, les enfants. Même si petit à petit, on commence à nous dire que les machines, c'est quand même pas mal, hein. Et donc, on arrive encore à se dire ça et de renouer cette comme tu dis, ce que la nature a prévu, renouer ce dialogue aussi avec ces consciences. En 2022, on a une opportunité aussi de pouvoir parler sur d'autres plans que purement animal. On a aussi cette capacité d'arriver dans ce que moi et toi aussi tu nommes le sacré de l'expérience. C'est sacré, ce moment-là est extraordinaire. Et donc, ça se prépare aussi dans la discussion et j'ai envie d'encourager des hommes à se livrer et à vous, les femmes, à savoir les mettre en confiance, parce que là, ce moment-là où la femme peut sentir un moment de traumatisme ou qu'elle a raté quoi que ce soit, l'homme, lui, il peut sentir cette impuissance parce qu'il se sent pas à la hauteur. Et ces problématiques, elles peuvent se rejoindre d'un côté en créant un espace entre le couple qui peut aboutir à des baby clash, comme c'est si souvent le cas, ou alors elles peuvent justement, comme tu disais justement, être l'opportunité de traverser ces moments qui vont être intenses, préparés à se dire, OK, on a discuté, on a échangé, et le partenaire lui aussi est sorti d'un utérus, hein. Donc même si lui va pas accoucher, il est né. Donc pourquoi pas aussi aller se pencher sur sa naissance. C'est vraiment une occasion extraordinaire de discussion, tout ce moment d'enfantement qui se prépare. Absolument. J'aimerais qu'on finisse là-dessus, Julie. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour finir cette capsule par rapport à tous ces processus invisibles dont on a parlé? Ben, la première chose, c'est si on a vécu une expérience qui est difficile, il faut se pardonner. Il faut se pardonner puis s'aimer. Quand en EFT, on dit même si j'ai vécu X, Y, Z, je choisis de m'aimer, de m'accepter, de m'honorer. Puis ça, si ça c'est difficile de dire ça, je m'accepte, je m'honore et je me respecte, ben ça vaut la peine d'aller voir pourquoi on n'est pas capable de le faire. Puis de demander de l'aide, puis de profiter de cette opportunité-là, comme on a dit plusieurs fois. Puis, comme tu dis, le fait de le faire en couple, c'est aussi une belle opportunité pour renforcer le couple. Puis plus on arrive à exprimer notre vulnérabilité dans notre couple, puis dire, écoute, je me sens pas à la hauteur, que ce soit le gars ou le partenaire qui dit ça, ou la fille, je suis inquiète, je serai pas un bon parent, peut-être que j'ai manqué mon expérience, j'aurais pu. Plus on est capable de parler de notre vulnérabilité, qu'on est capable d'accueillir notre vulnérabilité et d'être accueilli dans notre vulnérabilité par l'autre, ça crée une connexion. C'est vraiment une connexion d'âme à âme où on dit, OK, je suis pas parfait, je me reconnais comme étant un être imparfait, c'est correct, ça fait partie de mon expérience terrestre, et je reconnais, j'autorise à pas être parfait toi aussi, je te reconnais dans ton imperfection, et les deux, en s'acceptant, on est capable de grandir ensemble, puis dire, OK, on travaille on va vers une création d'une plus grande compréhension, une plus grande compassion et d'empathie pour soi et pour l'autre, qui va nous emmener un peu plus proche de notre but, qui est la réalisation de soi, de la capacité de se réaliser comme être divin, là. Bon, je pense que tu as tout dit, hein, Julie. Si après cet épisode spécial culpabilité et compagnie, vous n'avez pas la méga pêche, vous nous écrivez, on en fera une autre. On continuera jusqu'à ce que ça soit vraiment bien ancré, parce que c'est capital dans la démarche au départ. Tout l'aspect psychologique, il est capital, parce que c'est vraiment là que ça se joue, hein. On a tout en nous, les cellules elles savent faire, le corps il sait faire, mais c'est sur ces plans-là que ça se joue quand tous les feux sont au vert, je le rappelle encore une fois. Bon, écoute, merci Julie pour cette belle capsule, une de plus. Les amis, partagez cette vidéo. Et aussi à ceux qui
son grand-parent, parce que vous avez une prépa hein, sur votre site bonapace.com pour les grands-parents. Oui. Et j'ai eu la chance de la visionner en 2021 quand elle est sortie. C'est vraiment chouette. Tout ça, ce sont des choses à s'échanger en famille, parce que, comme on dit en Afrique, il faut un village pour élever un enfant. Absolument. Et c'est pas juste une histoire de papa-maman là aussi, c'est le cercle est très important. Donc, partagez ces vidéos à toute la famille et puis vous retrouvez tout ce dont on a parlé pour l'EFT dans la barre d'infos de cette vidéo pour les francophones et les anglophones. Merci Julie, je te redis à la prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao. Pour aller plus loin, découvrez la formation en ligne Faux départ, se réapproprier la naissance. Césarienne, position sur le dos, col qui ne se dilate pas, peur, panique, souffrance. Et si finalement on était tous programmés, avec nos fausses croyances qui nous rendent dépendantes et les hommes impuissants? Retrouvez cette formation, très facile d'accès, vous pourrez avoir accès au contenu de façon illimitée. Les vidéos, les podcasts, entre nous. Vous allez vous déprogrammer et sortir de vos peurs, parce que vous allez comprendre que vous êtes capable. Cette leçon en vidéo et 13 en podcast. Tous les sujets concernant l'accouchement et toutes mes recherches, disponibles sur mon site emmacreuzy.com et dans la barre d'infos de cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes capable.